T'es prêt? Yes. Cool. Je sais pas comment faire l'intro. On dé... Moi, je pense qu'il faut commencer par Hey, salut Emeric, comment tu vas? Ah ouais. Ouais, Bon, on va pas entre nous, couper quoi. ça. Écoute, on a notre intro. On l'a Allez. faite. Salut, Émeric. Salut Sylvain, comment vas-tu? Ça va et toi? C'est un peu surfait comme tu parles là. C'est vrai? Ouais, T'inquiète. on va parler. Faut qu'on parle normalement. Allez, ça marche. Tu sais que c'est la première fois que je fais ça, hein. Bah, et moi donc. Ah, ok. Donc, l'idée, c'est de faire une interview croisée, d'expliquer et puis de raconter pourquoi on s'est associés sur une formation qu'on a créée ensemble et éventuellement ben, s'associer sur d'autres choses aussi parce que ça fait sens. Toi, tu es docteur en neurosciences et professeur à l'Université de Lyon. Et puis, ben, moi, je suis expert en communication. J'accompagne des entreprises dans leurs soft skills, à développer leurs soft skills dans... C'est dur à dire, soft skills. J'aime pas ce mot en plus. Je Ouais, sais c'est pas triste. pourquoi je l'utilise. Tous les enjeux relationnels en entreprise, j'accompagne des gens là-dedans. Purée, elle est pourrie, mon intro. Mais on va enchaîner. On enchaîne. OK. Pour juste contextualiser le truc, moi j'ai fait un CAS en préparation mentale à l'Université de Lausanne et puis je t'ai connu là-bas. Tu es venu faire Exactement. une intervention d'une journée sur l'imagerie mentale, notamment l'imagerie motrice dans le sport. Ouais, Et exactement. puis à la pause de midi, je me rappelle être venu vers toi pour discuter un petit peu de ta pratique et puis je t'ai posé des questions sur la confiance en soi. Est-ce qu'il y a des techniques avec l'imagerie mentale et la confiance en soi? Et puis toi, tu m'as parlé, tu m'as demandé ce que je faisais dans la vie, et je t'ai dit que je coachais notamment des gens dans leur prise de parole en public. Et ça t'a intéressé, et on a décidé à ce moment-là de se coacher mutuellement. C'est-à-dire que Alors, toi, ça m'a intéressé et je vais même te dire, ça m'a questionné immédiatement. Je me suis dit, oh putain, est-ce que il va m'analyser? Dans quelle mesure moi je suis capable d'utiliser les codes standards ou la manière, tu vois, de bien s'exprimer, de bien s'adresser aux personnes? Parce que moi, j'ai pas du tout été formé à ça à la base. Et du coup, c'est marrant parce que ça m'a fait un petit électrochoc au départ en me disant, ah, ça, c'est super intéressant, mais ça peut très vite devenir inconfortable pour moi. Et pour autant, on a très vite fait les ponts, en fait, quand tu m'as parlé de ça. oui, c'est juste. Mais ça a été inconfortable. L'après-midi, ça t'a travaillé? Ça m'a pas travaillé, mais c'est resté un peu en arrière-plan. Tu sais, Ok. en me disant un peu comme s'il y avait un petit regard extérieur qui me disait là, ce que tu fais, c'est peut-être pas super adapté, ou Ah oui. tiens, pense à faire un truc. Mais voilà, c'était vraiment en esquisse d'arrière-plan. C'était pas un truc qui m'a perturbé ou qui m'a dérangé par rapport au message que j'étais venu délivrer et aux échanges qu'on était censé avoir au cours de cette journée-là. Mais ouais, comme un petit truc qui te pèse dessus ou qui te rappelle à l'ordre de temps en temps et qui te dit, hop, là, tu vois, il y aura peut-être un truc à bosser, quoi. Mais tu sais, c'est marrant parce que tous les intervenants et les intervenantes qui sont venus dans cette formation, ce CAS en préparation mentale, demander qu'on se présente. Puis je disais à chaque fois, ben, je suis expert dans la prise de parole en public, c'est-à-dire que j'accompagne les gens à s'améliorer là-dedans. Et je crois que ça a foutu la pression à tout le monde. Ouais, Tout le monde s'est mais dit, ce qui ah ce qui ouais, est ouais, super drôle, en fait, c'est que moi, si je le reprends par rapport à la position que j'avais, parce que c'est moi qui prenais la parole en public, pour mhm, le coup, devant la promo. Et en fait, je me disais, OK, moi, je suis venu délivrer quelque chose sur la préparation mentale, éclairage neurosciences. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui matchent, il y a des attentes, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir échanger. Je ne suis pas du tout inquiet de ça. Et puis en fait, tiens, boum, il y a une compétence en fait qui est la manière dont tu vas le délivrer, qui n'était pas prévue. En tout cas, c'était pas prévu que quelqu'un de spécialiste soit là et puisse se dire, c'est mhm. intéressant ce dont il nous parle, mais s'il le faisait différemment, ce serait peut-être encore mieux. Et du coup, c'est un peu comme si tu viens, tu es dans ton confort, tu es dans ton petit nuage, tout va bien, et puis on vient te rajouter un truc en disant, fais gaffe, tu vas aussi être évalué là-dessus aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ça challenge un petit peu. Et au-delà de challenger, enfin, ça pose des questions hyper intéressantes. D'ailleurs, très vite, on en a reparlé après, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, parce que finalement, toi, il y a des choses sur la confiance, sur les émotions, sur ces aspects-là qui éclairent directement la prise de parole, la préparation à la prise de parole. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu faisais les ponts tout de suite. Et puis moi, immédiatement, ça m'a interpellé justement sur, OK, moi, comment je pourrais améliorer ma manière de faire passer le message, comment je pourrais Mhm. intéresser un peu plus mon auditoire, comment je pourrais communiquer de manière constructive et qui questionne l'auditoire davantage que d'avoir une approche hyper descendante, en fait, où je viens et je délivre un message.
Donc Mhm. ça fait écho en fait mutuellement assez naturellement et assez rapidement surtout. Oui, c'est sûr. Et ces protocoles de confiance en soi, j'étais intéressé à ce que tu m'apportes de nouveaux outils ou de nouvelles manières de pouvoir coacher ou accompagner des personnes. Parce que quand tu donnes des formations de prise de parole en public, le stress, la confiance en soi, mais aussi l'estime de soi, c'est forcément des éléments qui ressortent. L'estime de soi, on ne va pas forcément en profondeur dans une formation de prise de parole en public parce que c'est toujours extrêmement complexe d'aller gratter là-dedans, mais tu ne peux pas l'éviter. Et tu es obligé de quand même Ouais, l'assumer ou le et mentionner d'ailleurs, je trouve ou que le bah, traiter tu me diras d'une manière ou d'une autre. si c'est le Pardon, cas ou vas-y. pas. Ouais, tu me diras si c'est le cas ou pas dans la mise en œuvre, en fait, quand tu te retrouves à régulièrement être dans des prises de parole, parfois avec des enjeux hyper importants. Mais je dirais, si c'est quelque chose que tu prépares pas, c'est pas quelque chose que tu travailles, que tu apprivoises, j'aime bien ce terme-là, en réalité, ça te tombe dessus, et ça, c'est jamais bien bon. Parce que si tu t'en rends compte, c'est souvent que ça t'a mis en difficulté ou ça t'a porté préjudice ou tu es passé à côté, finalement, de la situation et de l'enjeu de la situation. Et du coup, ça te pose les questions avec un comment dire? Un fond d'anxiété et de stress qui va, s'accentuer, qui était déjà présent, mais qui va s'accentuer et qui peut devenir de pire en pire pour les fois suivantes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit de manière intuitive tout de suite, mais si on prend un tout petit peu de recul sur la situation, c'est quelque chose qui est majeur et qui est essentiel en réalité. Mhm. Et ces protocoles de confiance en soi, est-ce qu'on va en détail un peu là-dedans? Ouais, on peut rentrer dedans, bien sûr. Ouais. Tu Ouais. pourrais en parler un petit peu, dans le sens où l'imagerie mentale, bon, déjà, le terme imagerie mentale, il est un peu compliqué parce que je le trouve réducteur. Je Il le l'est. trouve réducteur parce que en le découvrant avec toi, ce terme, je me suis aperçu qu'il ouvrait vraiment un univers extrêmement vaste dans lequel j'ai l'impression qu'on peut aussi mettre le terme de visualisation, mais qu'on peut aussi mettre le terme d'hypnose d'une certaine manière là-dedans. Je me rappelle que tu as partagé 11 protocoles d'imagerie mentale en lien avec la confiance en soi. Est-ce que tu t'en donnes peut-être un, deux, trois, Ouais. enfin, Ouais, un bien petit sûr. survol Alors, pour expliquer aussi ce qu'on va partager dans notre formation? ouais, complètement. Alors, juste avant, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que je suis complètement d'accord, hein, le terme imagerie mentale, imagerie motrice, même quand on parle du mouvement, ou de visualisation, qui est le terme peut-être un peu plus vulgarisé qu'on utilise parfois de manière synonyme, euh, ils sont réducteurs. Mais il n'y a pas de terme en fait adéquat qu'on peut trouver qui serait meilleur. Ce sont les termes déjà qui sont plus utilisés, donc on reste dans le partage finalement d'une sémantique qui est assez commune à tout le monde et dans les différentes langues. Il y a d'autres termes qu'on pourrait trouver qui gomment un petit peu ce défaut de ramener au visuel en permanence. Imagerie, il y a image, visualisation, il Mhm, y a visuel, donc c'est un sens certes qui est prédominant, mais tous les autres sens sont tout aussi importants et on va même les combiner. Et c'est vrai que d'utiliser ce terme-là, ça renferme, ça cloisonne un petit peu sur le visuel. Alors parfois on utilise le terme de simulation mentale, de simulation motrice, qui est intéressant en soi, parce que justement il prend un petit peu plus de recul et de hauteur par rapport à ça, mais il présente d'autres inconvénients, parce que dans la simulation, il y a le caractère mhm, virtuel, donc qui n'est pas suffisamment en lien avec la réalité. Donc on peut retrouver finalement des défauts sémantiques sur un peu tous les synonymes qu'on va pouvoir utiliser. Et je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé aujourd'hui un terme qui ferait consensus. Peut-être le terme de représentation mentale serait pas mal, mais du coup, il perd son caractère un peu appliqué ou un peu plus écologique, comme on dit, pour mhm. envoyer une situation donnée. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un terme qui, si on s'arrête dessus, est un petit peu réducteur. En revanche, Et stimulation mentale, t'en penses quoi? stimulation mentale, je l'utilise parfois, mais dans mon domaine, ça fait vite un lien avec la notion de stimulation cognitive ou cérébrale. Et donc, ça Mhm. renvoie assez vite à la méthodologie, en réalité. Ok. Donc voilà, bon, malgré tout, on arrive à bien dessiner les contours hein, de ce dont on va parler, mais je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a un côté un petit peu réducteur et un petit peu réductionniste même sur cette approche-là. Alors après, pour revenir sur la confiance en soi, il y a effectivement différentes manières de travailler. Ce qu'on va garder à l'esprit, c'est que tout le travail qu'on va pouvoir faire en imagerie, c'est pas vraiment ce qu'on va appeler un travail de surface, mais c'est un travail sur le moyen long terme qui consiste à vraiment nous aider à apprivoiser les états, les ressources, une forme de conditionnement qui va nous préparer à être dans les meilleures dispositions possibles.
Donc, du coup, c'est un travail de répétition, de mise en place qui va nous entraîner, en quelque sorte, à être dans les meilleures dispositions pour être le plus efficace, quelle que soit la performance au sens très large du terme qu'on a effectuée. Une manière de faire qui est extrêmement simple et qu'on a tendance parfois à oublier, surtout quand on se retrouve en situation réelle, parce que cette manière de faire, elle a l'avantage d'être un entraînement possible, donc préalable à la mise en situation, mais également un outil qu'on peut utiliser in situ. Donc, lorsqu'on est vraiment en prise de parole, dans une négociation, dans une communication interpersonnelle, voilà, dans un Donc, que échange, tu utilises en live. ouais, que tu peux utiliser en live, exactement. Tu apprends à l'utiliser en live. Et il y a plein de petites ressources comme ça. Et tu faisais le lien avec l'hypnose et d'autres approches. On retrouve ces notions-là dans ces approches, hein. C'est la transversalité, justement, de l'imagerie. Donc, par exemple, une première manière de faire que j'aime bien partager, et c'est souvent une des premières que je propose parce elle est simple d'accès et elle est assez performante, c'est la notion d'association et de dissociation. La dissociation, on a tendance à apprivoiser, à apprendre le fait de prendre du recul par rapport à la situation. C'est un petit peu comme si on faisait une forme de dépersonnalisation et qu'on se regardait de l'extérieur. Donc là, pour le coup, ça renvoie souvent un peu plus au sens visuel, puisqu'on devient spectateur, spectatrice de la situation et on se regarde de l'extérieur, quel que soit l'angle d'ailleurs. Et quand on fait ça, généralement, et le cas de figure, on va dire, de la confiance en soi, du stress, des émotions, donc de tout ce qu'on peut percevoir, ressentir en situation réelle, bah, quand on fait ça, on prend de la distance par rapport au corps. Et quand on prend de la distance par rapport au corps, on peut essayer, c'est très simple, bah, on coupe très souvent l'affect, l'inconfort éventuel qu'on peut percevoir par rapport à la situation donnée. Donc ça nous donne du recul, de la distance par rapport à soi-même, par rapport au corps, mais aussi par rapport aux émotions et aux affects. Et ça nous aide du coup à diminuer l'impact que la situation peut avoir sur nous. À OK. l'inverse, quand tu vas t'associer, bah, tu vas t'imprégner beaucoup plus et là, tu vas incarner davantage la situation. Donc en fait, l'idée, c'est d'apprendre cette capacité à s'associer ou à se dissocier en fonction du besoin, en fonction de l'envie. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de manière binaire et systématique, hein, mais on va le faire quand même lorsqu'on estime que c'est utile, bah, d'être capable de s'associer un peu plus à la situation pour vraiment s'imprégner et un peu comme une mémoire cellulaire, une mémoire corporelle qui viendrait diffuser ces ressources-là à l'intérieur de soi. Et on apprend à se dissocier de la même manière pour prendre un petit peu de recul et de distance. Et ça, tu dis que tu peux le faire en live. C'est-à-dire, Ouais, tu peux le faire en live, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es confronté à une situation qui te génère un inconfort, un mal-être, une sensation un petit peu désagréable. Ok, bah tiens, je décide de prendre de la distance. Boum, tu prends un petit peu de recul et c'est un peu comme si je me déconnectais partiellement de la situation, un peu comme si je me voyais de l'extérieur. L'idée n'est pas de sortir de la situation parce que tu peux être carrément impliqué dans cette mhm, situation-là. Donc l'idée, c'est pas de te déconnecter physiquement et totalement de ce que tu dois faire, mais c'est d'avoir une partie de toi qui, hop, prenait un petit peu de recul, un petit peu de distance et te permettait finalement de soulager l'impact de la situation. Et OK. inversement, et on y pense peut-être encore moins, quand tu vis un truc hyper intense, hyper agréable, c'est vraiment décider d'ouvrir en fait et de t'imprégner véritablement, de laisser rentrer ces sensations-là au niveau du corps pour vraiment les intérioriser, les emmagasiner et donc du coup pouvoir les réutiliser par la suite. Je prends un exemple concret juste pour challenger un peu aussi ce premier outil. Quand tu fais de la prise, je vais partir sur la prise de parole en public parce que ça stresse beaucoup de personnes. Et puis, c'est des témoignages que j'ai pu voir de personnes que j'ai formées. Il y a certaines personnes, quand elles se retrouvent sur scène, à un moment donné, elles voient le public, elles voient les regards se poser sur elles. Et là, il y a un moment de stress lié souvent au regard de l'autre, au jugement, à la pression de devoir performer à ce moment-là. Et plusieurs personnes m'ont dit, mais là, je me vois d'au-dessus et j'ai l'impression de plus vivre le moment présent et ça vient encore plus me paralyser. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Ok. Ouais. Alors, effectivement, c'est des choses qui peuvent tout à fait se produire. C'est pour ça que je disais aussi, il ne faut pas que ce soit binaire. C'est-à-dire, Mhm, dissociation ne veut pas dire tu vas régler le problème et tu vas prendre de la distance. Très souvent, en réalité, quand tu vas faire ça, ça te permet de prendre du recul. Mais à un moment donné, dans l'exemple que tu donnes, si en faisant ça, ça attise, ça accentue, ça cristallise même le moment et toute la symbolique qui est derrière,
bah, c'est sûr que ce n'est pas la bonne stratégie. On est d'accord. Dans ce Mhm. cas-là, il faut explorer peut-être le fait de le faire différemment, le fait de se voir peut-être dans un sens inverse, à la place peut-être des gens du public, pour gommer le public et le visuel du public qui peut venir peut-être alimenter cette sensation-là. Après, voilà, il va falloir peaufiner, il va falloir trouver la manière de le faire pour que ce soit pertinent. Parce qu'à l'inverse, tu pourrais avoir des gens qui te diront, mais moi, en fait, en me regardant de l'extérieur, ce que j'ai vu, c'est que j'assistais à quelqu'un qui prenait la parole en public devant un auditoire, mais finalement, comme je me déconnectais du corps, je ressentais plus l'inconfort que le fait de river les yeux du public, que le public rive les yeux sur lui, bah, le désarçonne d'une certaine manière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra de toute façon individualiser. Et tu sais, on pourrait prendre le même exemple Mhm. avec le bruit. Alors peut-être, c'est pas forcément le meilleur exemple, la prise de parole sur ce coup-là, parce que généralement les gens t'écoutent, donc il n'y a pas beaucoup de bruit environnement. Mais quand tu te retrouves dans un environnement qui est hostile, par exemple, et où finalement c'est quelque chose qui peut créer une forme d'oppression d'écrasement, bah, cette capacité en fait à filtrer, un peu comme une table de mixage, à filtrer les informations auditives, donc prendre du recul et diminuer le volume, ou au contraire l'accentuer si tu es dans un contexte favorable, c'est apprendre à filtrer bah, quelque chose auquel tu fais face et à manipuler, piloter en quelque sorte l'impact émotionnel que ça pourrait avoir sur toi. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Je vais donner une conférence bientôt dans un hôpital et la personne qui m'a engagé m'a prévenu, mais tu verras, il y aura plein de personnes dans le public qui vont recevoir des téléphones d'urgence et qui devront répondre. Donc, te formalise pas, ça sera grosso modo le chaos autour de toi. C'est Euh, sympa. mais je trouve intéressant qu'il m'ait prévenu. Mais je trouve aussi intéressant parce que moi, je pars du principe que la prise de parole en public, n'importe quelle interaction au final, c'est quelque chose de chaotique et d'imprévisible. Mm. Et tu ne sauras jamais ce qui va se passer dans le public. Ouais, Il y complètement. a des fois des personnes qui vont se mettre à parler entre elles, des personnes qui vont se déconnecter avec leur ordinateur, par exemple, en allant sur leur ordinateur. Il peut y avoir un malaise, il peut y avoir une personne qui te challenge dans le public. Et il y aura plein d'informations que tu vas recevoir du public que tu devras d'une manière ou d'une autre filtrer. Complètement. Euh, à savoir si tu vas interagir avec ce qui se passe ou est-ce que tu dois juste l'évincer de ton esprit et puis continuer Ouais, ouais. ton intervention. C'est clairement le cas. Spécial dédicace aux accords Toltec, hein, faut pas le prendre personnellement. Si tu commences à le prendre personnellement, tu viens alimenter des scénarios qui sont tout aussi virtuels que ceux que tu peux créer de toutes pièces. Et généralement, c'est un peu le grain de sable dans l'engrenage, où voilà, tu mets un pied dans le sable mouvant, tu n'es pas forcément dans les meilleures conditions. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, ça fait écho peut-être à une deuxième situation que je peux proposer, où là, cette fois-ci, plutôt que de travailler en situation réelle, en live, tu dois aussi et tu peux aussi te préparer. Et donc, Mhm, te conditionner pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Et je vais rebondir sur ce que tu disais juste après, sur le fait que ça puisse être chaotique. Une manière assez simple de travailler, mais simple ne veut pas dire simpliste, pour le coup, c'est de se visualiser, de s'imaginer positivement en train de réaliser cette prise de parole, de donner ta conférence dans le milieu médical, dans le contexte peut-être que tu envisages dans un premier temps comme étant le contexte idéal, c'est-à-dire où tu vas pouvoir te centrer sur toi et sur ta capacité à être performant, à faire face aux défis, à surmonter éventuellement des obstacles ou des croyances. Et donc, en fait, tu vas faire un travail de visualisation positive. Entre parenthèses, je ne suis pas trop d'accord avec l'argument qu'on entend encore un petit peu trop de dire bah, faut éviter d'y penser à l'avance, et voire même pire, parfois on dit bah, ça peut être intéressant de te préparer au pire, comme ça si ça se passe bien, tant mieux. Voilà, j'aime pas trop ces approches-là, même si ça peut être intéressant d'envisager des difficultés pour trouver des solutions alternatives. Ça, oui. Et donc, du coup, cette visualisation positive, c'est un travail d'entretien qui va te permettre de te projeter, de faire en sorte de rendre un peu plus automatique, un peu plus spontané, un peu plus intuitif la manière de bien performer. Et là où c'est intéressant, comme tu le dis, c'est que ce travail-là, il est bien, mais souvent, il est insuffisant. C'est-à-dire que tu peux décider de faire face à des situations un petit peu inhabituelles ou inattendues. Tu parlais de quelqu'un qui te challenge dans le public, quelle que soit la manière dont il le fait,
c'est intéressant d'envisager ce scénario-là, de le travailler, de le dérouler mentalement, parce que ça te permet peut-être d'y faire face plus efficacement, d'être moins perturbé, de moins le prendre personnellement quand tu vas être en situation réelle, et donc du coup de te préparer, même au niveau du système nerveux, à faire face à cette situation-là. Et cette faculté d'adaptation-là, bah, dans la contextualisation qu'on va pouvoir faire du travail d'imagerie dans un deuxième temps, elle est essentielle. Parce que justement, tu vas balayer les différents cas possibles, tu vas éviter de te stéréotyper ou de te cloisonner. Et finalement, en faisant ça, tu vas te préparer à ce que la situation chaotique que tu décris et qui pourrait, même parfois, je pense qu'elle peut être démesurée, bah finalement, elle te paraîtra moins chaotique. Et en réalité, elle se fondra dans la situation telle que tu es en train de la vivre au moment où tu la vis. Et ce n'est pas quelque chose qui viendra t'impacter, c'est quelque chose éventuellement qui te glissera dessus. Et ça, c'est une deuxième forme de travail, alors pour le coup, qui est plus préalable à l'événement, mais qu'on peut assez facilement mettre en place. Je rebondis là-dessus parce que tu as dit quelque chose, à mon sens, d'important aussi ici, c'est tous ces conseils qu'on reçoit, pense au pire pour te préparer, ou n'y pense pas, et puis tu verras sur le moment présent, vis le moment présent, enfin ce genre de choses qui sont pas très utiles au final quand c'est juste dit comme ça. Mais il y a un ordre dans lequel, à mon avis, il faut faire les choses. C'est-à-dire, et puis, il y a une manière de le faire. Je pense que c'est très bien d'anticiper tous les dangers ou les choses négatives qui peuvent se produire, mais ça devrait venir en deuxième temps. C'est-à-dire que d'abord, tu vas te projeter dans le parfait en allant Exactement. chercher des sensations. Exactement. Et puis, tu Exactement. fais un lien direct avec les sensations, des sensations globales de ton corps. Ça va jusqu'à imaginer l'odeur, euh, pour essayer d'avoir un ancrage corporel sur ce qui est réussi. Et puis ensuite, de manière très cartésienne, sans aller chercher des sensations ou des anticipations fantasmées de ratage, tu poses à plat par écrit les choses négatives pour rationnellement essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Ouais, complètement. Ça m'embête de dire ça, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi ça C'est t'embête? non, non, Quel je suis genre de... totalement d'accord en fait. Je vais même rajouter un truc, c'est qu'effectivement, au début, il faut visualiser, imaginer la réussite. Après, dans un deuxième temps, viennent bah, les cas de figure un petit peu d'adaptation, voilà, les situations qu'on décrivait comme étant les différents scénarios possibles qu'on peut envisager. Et entre les deux, c'est hyper important également de dessiner la trajectoire, de pas simplement visualiser le but et la réussite en tant que telle, mais aussi d'anticiper les obstacles, les étapes intermédiaires et les manières finalement de réussir cette trajectoire-là. Et ça, c'est un chemin qui t'emmène de la réussite jusqu'à la trajectoire à imprimer pour arriver à cette réussite-là et aux différents bah, contextes qui peuvent se présenter à toi, se décliner avec des difficultés plus ou moins établies. Et si tu as cette logique-là et que tu incarnes finalement cette chronologie-là, bah, tu te mets dans de bonnes conditions. Ouais. Il y a deux choses, dans la discussion qu'on a là, il y a deux choses qui me plaisent beaucoup. La première, c'est au final la complexité des choses à mettre en place montre qu'il n'y a pas de méthode. C'est-à-dire que tu devras toujours adapter à la personne, tu devras toujours faire du sur-mesure, et puis les gens devront apprendre à se connaître pour réussir à appliquer ces techniques. Ce que je trouve rassurant, et, et je pense qu'il faut vraiment se méfier des coachs ou des personnes qui accompagnent d'autres personnes qui viennent avec une méthode toute faite. Mm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aime beaucoup, et ça je le vois hein, en entreprise quand j'accompagne qui que ce soit, cette faculté de uniquement mentaliser les choses. C'est-à-dire que ça reste dans la tête, sans faire un lien avec le corps. Et je pense, pour la communication, mais ça Mm. peut être pour les prises de parole en public, pour les négociations, pour de la collaboration en équipe, il faut ramener le corps dans le game. Il faut refaire une connexion entre le corps et l'esprit. Parce que le corps nous donne des informations qui sont indispensables à la performance. Ouais, En tout à fait. l'occurrence, quand je donne les formations de prise de parole en public, une des premières questions que je pose, c'est où est-ce que le stress vient se loger dans votre corps? Parce que le Mm. stress va toujours venir se loger quelque part dans le corps d'une personne. Et c'est hyper intéressant de voir que d'un ou une participante à l'autre,
ça vient à un endroit complètement différent du corps. Il y en a qui ont les genoux qui tremblent, il y en a qui ont les mains qui tremblent, la gorge qui se serre, le cœur qui bat vite, le ventre qui se noue, des montées de chaleur. Ouais, toutes les Et- manifestations physiologiques qui expriment cette situation de stress. Ouais. Exactement. Et il y a un lien direct à faire avec les pensées. C'est-à-dire que les sensations du corps viennent toujours étroitement au même moment qu'une pensée. Et ça, tu vois, ça me fait penser à un truc justement sur lequel je voulais un peu avoir ton éclairage et te questionner. Juste avant, là où je te rejoins, parce que même dans un domaine différent, hein, qui est le domaine des sportifs, par exemple, ou même celui de la rééducation, quand on travaille sur le mental, moi, j'aime bien défendre l'idée qu'il n'y a pas une manière d'arriver au but. Il y a plein de manières différentes, il y a plein de chemins différents qui vont nécessiter peut-être des outils et des approches différenciées, parfois complémentaires, parfois conceptuellement opposés, mais en réalité complémentaires. Et l'imagerie mentale est une des techniques, un des outils qu'on peut utiliser, mais en fait, il y a plein de chemins pour arriver au même but. Et ce chemin-là, il sera différent d'un individu à un autre, comme les manifestations physiologiques du stress sont effectivement différentes d'une personne à une autre. Mhm. Et là, tu parlais justement finalement, de la liaison corps-esprit. Et moi, je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur comment tu situes les relations corps-esprit chez un bon communicant. Comment le bon communicant pourrait incarner justement cette liaison entre le corps et l'esprit, selon toi? Moi, la porte d'entrée que j'aime beaucoup, alors pour la prise de parole en public, c'est des techniques corporelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de son corps? Parce qu'on nous a jamais appris à parler en public. Pire encore, à l'école, on a des injonctions, souvent négatives, quand on doit faire un exposé, par exemple, du type, ah, mais parle plus fort, articule plus, et relax, tout va bien. Ce genre d'injonction, sans avoir d'outils derrière pour comprendre comment s'améliorer, mais surtout un cahier des charges clair de comment c'est de bien parler en public. Et ce cahier des charges, c'est un cahier des charges corporel, avant tout, que je propose dans la formation. Hein. Ça, c'est la base de la base, c'est-à-dire comment engager son corps pour que l'esprit suive et pour avoir de l'impact avec son contenu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la porte d'entrée, mais ça va toucher les négociations, bien la collaboration, aussi tout type d'interaction au final, c'est les émotions. C'est-à-dire que quand tu es en interaction avec une personne ou un groupe de personnes, comme je le disais avant, c'est chaotique, tu vas être surpris par du contenu qui va potentiellement engendrer des émotions. En l'occurrence, ces émotions, alors je mets dans une grande bulle des éléments qui sont la grande majorité du temps non objectivement observables. C'est-à-dire que les personnes ne pourront pas voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne comme Mhm. une émotion, une pensée ou des sensations physiques. À moins qu'elles soient vraiment hyper fortes, ça ne va pas forcément être perceptible ou alors ça va être interprétable. Tout ça amène à avoir un comportement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'enquêter ce qui se passe dans les pensées, les sensations physiques et les émotions. Et c'est souvent en observant corporellement ce qui se passe que ça va donner des informations qui pourront permettre ultérieurement d'explorer des comportements différents. Ouais, c'est intéressant, hein. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui nous écoutent, déjà, il y a plein d'éléments là sur lesquels se questionner. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon corps exprime? Est-ce qu'il Mhm, exprime ma pensée? Est-ce qu'il exprime parfois quelque chose de différent ou d'opposé à ma pensée? Dans quelle posture je me trouve? Comment j'arrive à faire ces connexions-là? Ça pose plein de questions intéressantes de regard sur soi-même. C'est pas toujours évident, hein, d'ailleurs, c'est pas toujours agréable, même confortable d'avoir un regard sur soi-même, mais ça pose plein de questions intéressantes justement pour aller explorer cette relation corps-esprit. Et là, tu parles d'émotion, je pense qu'effectivement, c'est un concept central. On a déjà évoqué, je pense que c'est quelque chose maintenant qui, j'espère, est assez bien accepté, qu'il n'y a pas mhm. d'émotions positives et d'émotions négatives, même si on a tendance à les connoter très souvent de cette manière-là. Mais toi, d'expérience, tu estimes que ce sont quels aspects émotionnels qui sont les plus délicats à contrôler quand tu te retrouves dans une négociation importante ou dans une communication interpersonnelle ou même dans une prise de parole, on va dire, dans un contexte à fort enjeu. C'est quoi pour toi le volet émotionnel peut-être le plus complexe ou le plus difficile à appréhender et à contrôler? J'aime beaucoup cette question. On ne me l'a jamais posée de cette C'est manière vrai? d'ailleurs. Ouais, j'aime bien. Je dirais, alors,
effectivement, il n'y a pas d'émotions négatives et positives. Il y a des émotions qui sont agréables ou désagréables. Euh, En l'occurrence, je ne pense pas qu'il y ait une émotion type qui pourrait être contre-productive. Par contre, c'est le rapport que tu vas avoir à l'émotion qui va être contre-productif. Euh, Notamment quand ça devient trop auto-centré ou avec des élans narcissiques. Je pense que ça, c'est le pire des dangers quand tu es en interaction Mmh. dans des dynamiques collaboratives ou que tu veux obtenir des choses avec d'autres personnes, c'est d'avoir un engagement trop auto-centré dans la relation. Et l'émotion va amener ou accentuer cette dynamique auto-centrée. Et à partir de là, tu seras moins dans l'écoute de l'autre, tu auras moins de capacité à être dans la compréhension et surtout à intégrer les besoins des personnes qui sont face à toi. Mmh. Donc, de vouloir trop tirer la couverture sur soi, en gros, va faire que tu n'obtiendras absolument pas ce que tu as voulu. Mais là je faisais un exemple avec la négociation, mais c'est dans la collaboration aussi. Quand tu es en équipe, en entreprise, tout d'un coup, il y a une personne qui te dit un truc qui va te faire déboussoler. Par exemple, j'ai accompagné une personne qui a une fois pété les plombs en réunion. Euh, C'était une remarque qui était complètement déplacée sur la reconnaissance de son travail. Et son mécanisme, son premier mécanisme, ça a été d'être auto-centré sur le fait qu'elle est en manque de reconnaissance et qu'elle trouve ça Mmh. injuste. Donc, ça Mmh. a généré une émotion très forte qui l'a amené à avoir un comportement qui était inadéquat lors de la réunion. Et je pense que pour réussir à réguler ces émotions, un des facteurs parmi tant d'autres, mais un des facteurs qui me semble indispensable et hyper important, c'est d'essayer de gagner du temps. Mmh. C'est-à-dire de faire en sorte que l'émotion ne prenne pas le dessus et guide le rythme de tes réactions. Gagner du temps, c'est en ayant des silences ou alors en reposant des questions derrière. C'est-à-dire de ne pas répondre directement, mais d'essayer de comprendre pour être sûr que ta réaction sera bonne par rapport aux informations que tu as reçues. Surtout que quand tu as une émotion qui est forte, que ce soit une émotion agréable ou désagréable, elle va forcément avoir un impact sur tes capacités cognitives sur le moment présent. Mmh. Je souris parce que ce que tu viens de faire là, ça m'a fait un flash sur la fameuse intervention que lors du CAS quand on s'est rencontrés et je me souviens très rapidement qu'on avait discuté avec, un défaut que moi je suis conscient d'avoir qui est l'utilisation du silence et justement de ne pas être capable de l'exploiter correctement. J'ai un Oui. peu progressé, hein, mais c'est pas encore ça. Faut que j'ai Ah, encore du travail à faire là-dessus. non, Je mais me là, souviens moi encore de aussi, tes hein, tu as vu, conseils. Ouais. j'enchaîne. On est sur. Moi, j'ai un écran, tu es loin de moi, il y a un micro. euh, Il y a cette tendance à combler le silence. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors par contre, tout ce que tu dis, tu vois, ça me pose plein de questions. Je sais pas si j'aurai le temps de tout Euh, explorer ou si je me souviendrai de tout ça, mais ce qui est sûr, et je pense que là, on se rejoint, on a un peu la même vision des choses, c'est que c'est aussi intéressant d'avoir un éclairage un peu différent. Alors, c'est un fait que les émotions peuvent venir nous submerger, nous perturber dans une situation comme la prise de parole en public, dans la négociation aussi. Ce qui est intéressant également, c'est d'accepter qu'elles existent, d'accepter que le message n'est pas forcément négatif et d'accepter qu'on peut également apprendre à les réguler, à les apprivoiser, à les reconnaître et peut-être même à en faire des atouts en réalité dans leur utilisation, dans leur exploitation. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a intuitivement à l'esprit, parce qu'on a souvent même tendance à entendre, il faut surmonter ses émotions, il faut éloigner ou se dégager de la réactivité émotionnelle, il faut être capable de créer une sorte de filtre ou de vide, donc un peu comme si finalement on luttait contre, ou on mhm. trouvait un moyen d'éviter les obstacles imposés parfois par les réponses émotionnelles, alors qu'en réalité on peut tout aussi bien les apprivoiser et les utiliser pour en faire des atouts. Oui, et puis il y a souvent cette envie d'avoir une forme de toute puissance Mm. sur les émotions, d'être Ouais, en plein contrôle. effectivement. Ouais. Alors que autant pour les prises de parole en public, n'importe quel type d'interaction que les émotions, pour moi, le jeu Mm. dans la vie, c'est que tu vas toujours, par un moment, être en difficulté et continuer à apprendre des choses sur toi.
Et j'espère, alors j'ai que 41 ans, mais j'espère que je vais continuer, en gros, à, à vivre des situations à travers lesquelles je ne saurais pas vraiment comment réagir, qui vont me déstabiliser, pour continuer à apprendre des choses. Et puis, c'est Ça, plutôt tout le ça- processus écoute, ça de... me rappelle le jeu qu'on avait fait au resto et dans lequel la mise en situation, elle m'a appris beaucoup de choses. Oui, pour le contexte, on est allé avec Emeric manger au restaurant une fois, c'était à Lausanne, et on parlait de l'écoute active. Et j'accompagne des gens qui ont des fois des difficultés à l'écoute active, et notamment des gens qui sont persuadés d'être forts dans l'écoute active. Et on a fait un petit jeu, Emeric et moi, un jeu de rôle où lui devait... comment ça allait? Toi, tu devais me placer une idée que tu voulais faire passer, Ouais, je devais te convaincre, c'est ça. tu devais me convaincre, et moi, je te démontais. C'est-à-dire que je Ouais. disais non à tout, je dénigrais tes idées, je dévalorisais tous les inputs que tu pouvais faire. Mais à Et chaque fois avec bienveillance, c'était magnifique. à chaque fois, bah, c'est là quand c'est le pire, quand c'est fait avec une Non, non, forme de bienveillance, hein. j'ai vraiment vécu un moment de solitude. Et Et puis, l'idée, bah, c'est, comme je te disais, moi, les quelques rouages que je pouvais avoir à l'esprit, qui étaient ne fais surtout pas ça, ne dis surtout pas ça. Et en fait, bah, c'est exactement ce que je faisais et ce que je disais. Donc, non, non, c'était un grand mais moment. c'est, et puis là, l'idée, mais ça, on le verra durant notre formation aussi, mais qu'on va donner, c'est comment l'écoute active peut être utile pour retourner la situation. Mm. Ouais, Alors, complètement. des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien, mais c'est intéressant d'être au clair avec ces outils. Ouais. On va pas forcément rentrer dans les outils d'écoute active maintenant, mais ça pourrait être intéressant une fois de refaire un Zoom enregistré pour Ouais, parler de d'aborder ça. le sujet de manière un peu plus Mm. profonde. Tu sais, il y a un truc, Émeric, je change de sujet, hein, Ouais. mais il y a un truc, on n'a jamais traité ce thème ensemble, je t'ai jamais posé de questions là-dessus, mais j'ai vu que tu avais fait une formation en PNL. Alors, en hypnose. J'ai été formé en hypnose, Ah, pas en mais PNL. Pas en j'ai PNL, cru que ouais. tu avais fait de la PNL. Si tu veux, il y a un socle commun entre l'hypnose et la PNL. Donc, il y a des choses finalement que tu vas voir dans les formations qui se rejoignent, qui se chevauchent fortement. Ensuite, il y a évidemment des aspects un petit peu plus spécifiques. Moi, je me suis formé à l'hypnose. Ok, ok. Mais tu m'as déjà mentionné plusieurs fois la PNL. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, il y a des Et, protocoles en imagerie qui se sont inspirés un petit peu de ce qu'on fait en PNL. Et effectivement, je t'avais partagé des protocoles un petit peu issus initialement de l'approche par la PNL. Ouais. et ça m'a surpris que tu le fasses parce que la PNL, il n'y a aucune base scientifique dessus, Mm. alors Ouais, que toi, tu viens d'un monde académique ultra rigoureux. ouais. Euh, tu Alors, je te- ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, mais c'est le cas également, tu sais, pour les ancrages. On parle beaucoup des ancrages, on sera certainement amené à en parler au cours de la T'expliques ce que c'est formation un ancrage également. parce que je pense que tout le monde Bah, ne l'ancrage, sait en pas ce que fait, c'est. c'est une manière de ramener de façon totalement instantanée une ressource dont on aurait besoin. Donc, on va ancrer la liaison corps-esprit dont tu parlais tout à l'heure et on va être capable d'utiliser ce qu'on appelle un déclencheur ou un interrupteur qui va nous permettre finalement de ramener de manière instantanée quelque chose dont on a besoin, un état interne, une ressource dont on a besoin. En fait, c'est un mode de fonctionnement qu'on a tous au quotidien. Vous avez tous ou toutes vécu une situation où vous entendez la première note de musique d'une chanson ou d'un contexte et que ça réévoque de manière instantanée un épisode de vie que vous avez eu il y a parfois plusieurs années et vous êtes capable d'instantanément réactiver toutes les sensations de plaisir ou d'inconfort qui accompagnaient cette situation-là. Donc en fait, l'être humain, il fonctionne beaucoup sous la forme d'ancrage. Et l'ancrage, c'est un petit peu comme la PNL de manière plus générale ou les protocoles qu'on peut trouver dans des approches comme celle-ci les bases scientifiques et les justifications scientifiques sont pauvres. On n'a pas forcément non plus le caractère reproductible qui permet d'objectiver et d'expliquer rationnellement pourquoi ça fonctionne, comment ça se traduit du point de vue de la plasticité cérébrale ou du fonctionnement du système nerveux. Et donc, du coup, c'est vrai que la caution scientifique qui est apportée à ces approches-là, elle est pas évidente et il y a parfois même des remises en cause parce que justement, on n'arrive pas à objectiver de manière reproductible les effets qu'on observe.
C'est un peu moins vrai pour l'hypnose, qui est quand même beaucoup plus illustré dans des grandes revues scientifiques. On connaît maintenant un peu mieux voilà, les processus cérébraux qui sont impliqués dans l'hypnose, les états de conscience un petit peu différents de ceux qu'on vit habituellement, dans lesquels on est capable d'aller. Donc il y a quand même des objectivations qui sont un peu plus fortes. Mais du côté de Mhm. la PNL, du côté des ancrages, du côté des approches qui apportent beaucoup je dirais pas de preuves, mais d'éléments de satisfaction empiriques, donc sur le terrain, comportementalement, à l'usage. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de témoignages qui vont justifier que ça puisse fonctionner. Mais la science, elle va dire, OK, peut-être, mais il y a aussi beaucoup de placebo, et tant qu'on n'arrivera pas à démontrer ça de manière reproductible dans des contextes très rigoureux de l'expérimentation, bah, on ne pourra pas accorder une caution scientifique solide à ces approches-là. Mhm. Maintenant, tu sais, c'est sur les émotions, la régulation émotionnelle, on a un petit peu la même chose, même si c'est un terrain qui est beaucoup plus illustré au niveau scientifique. Mais je me souviens, moi, d'un reportage dans lequel j'étais intervenu, et ils avaient également questionné Antonio Damasio, qui est quand même une des références mondiales sur les émotions, justement sur cette situation d'ancrage. Mhm. Et je me souviens, il m'avait posé la question, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe dans les processus au niveau du cerveau, au niveau neuronal, qui explique et qui justifie l'ancrage? C'est quoi le chemin, la mélodie jouée par le système nerveux, c'est laquelle lors d'un ancrage? Et on ne peut pas répondre à cette question-là, parce qu'on n'arrive pas à l'objectiver de manière précise. Et pour autant, je me souviens que Damasio avait répondu, mais évidemment que le concept d'ancrage fait sens du point de vue de la réflexion scientifique, parce que bah, on fait une réactivation de quelque chose qu'on a intériorisé, qu'on a automatisé, qu'on va être capable de redélivrer de manière instantanée. Donc oui, ça a un sens, mais non, on n'arrive pas encore à le démontrer Mhm. scientifiquement de manière posée et cadrée comme on a l'habitude de le faire sur les autres approches. Et je me retrouve un petit peu, c'est vrai, à cette interface-là avec mon approche d'enseignant-chercheur qui a justement cette démarche scientifique, expérimentale, et puis celle du praticien qui va accompagner également les sportifs ou les personnes pour le développement de leur potentiel, la préparation de leur performance, où ce sont des outils que je vais utiliser. Et je fais un petit peu le lien entre les deux, sans Mhm. pour autant que la connexion elle soit très clairement ou de manière, on va dire, irréfutablement établie. C'est intéressant. J'ai envie d'aller un peu plus loin là-dedans parce que il y a un grand phénomène actuellement, par exemple sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont coachs, qui vont maintenant toujours se référer à des études scientifiques ou alors stipuler que c'est prouvé scientifiquement en mettant, pour les personnes plus rigoureuses, les sources, et une dévalorisation de ce qui n'est pas forcément prouvé scientifiquement. Et toi, ici, sur le terrain, quand tu accompagnes des gens, t'es pas forcément inconfortable à l'idée d'utiliser des outils qui n'ont pas forcément la même rigueur scientifique de choses que Non, c'est vrai, tu fais à c'est vrai. l'université. Ouais, c'est vrai, je suis ouvert à l'idée d'utiliser des outils qui m'apportent des résultats empiriques qui me permettent d'apprécier sur le moment et en direct, en live avec les personnes, sur un plan comportemental, même sur un plan de la représentation de la personne. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment ce que j'inscris, moi, dans les liaisons et aussi dans les décalages entre la théorie et la pratique. Et c'est là-dessus que le monde scientifique et le monde des praticiens va pouvoir, à un moment donné, vont pouvoir se coordonner. Donc, je ne suis pas fermé à ça. Et puis, je dirais même, voilà, faut sortir de cette logique de c'est validé ou c'est pas validé scientifiquement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, ouais, c'est validé scientifiquement, qui ne savent même pas ce que ça veut dire, validé scientifiquement. Hmm. Donc, à un moment donné, il y a la caution scientifique, ça s'apprécie, ça s'évalue. Il y a une notion de, j'en parlais tout à l'heure, de fiabilité ou de reproductibilité. Donc, on va toujours trouver des études qui vont dans un sens ou dans l'autre. Le tout, c'est d'arriver à nuancer, à prendre du recul et à avoir une interprétation sur justement l'approche expérimentale qui permet ou non de valider, entre guillemets, une notion. Et cette rigueur-là, elle est un petit peu oubliée quand on se dit, tiens, on balance une référence et on considère qu'à partir du moment où il y a une référence qui en plus joue le statut de, bah, voilà, regardez, j'ai une référence, c'est un article qui démontre la chose. Déjà, est-ce que c'est un article qui a été validé par les pairs scientifiques ou non? Est-ce que ça a été soumis à un processus d'évaluation dans une revue internationale à comité de lecture ou pas? Parfois, on voit des articles scientifiques qui ont l'allure d'un article scientifique, mais qui sont en Mhm. fait écrits par la firme en question sans passer par les processus d'évaluation. Donc, on n'a aucune, comment dire, on n'a aucune évaluation de la rigueur scientifique. On ne sait pas si elle est établie ou pas. On est obligé de se faire son propre avis. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre
à avoir une analyse de la quotient scientifique. Ensuite, il faut savoir l'utiliser correctement pour la donner ou enfin, pour s'appuyer dessus, s'adosser dessus ou non. Et puis, il faut être ouvert, je pense, véritablement à des approches un peu plus innovantes, à des éclairages un peu différents, à des outils Mhm. qui sont peut-être pas encore validés scientifiquement. Si on prend, on l'a évoqué très, très brièvement tout à l'heure, mais si on prend le cas de l'hypnose, il y a 20 ou 30 ans, c'était complètement décrié, personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, ça publie dans les plus grandes revues scientifiques. Donc, à un moment donné, si tu ne fais pas l'effort d'être ouvert, de tester, de comprendre, d'expérimenter, d'offrir également l'apport technologique qui permettra, dans un deuxième temps, d'objectiver, bah, tu passes à côté, en fait. Donc, il y a quand même toute une expérience terrain qui est important, ouais, une expérience terrain qui est à prendre en Totalement, considération dans la complètement. pratique. Ah ouais, complètement. Complètement. Ce qui est bien, si tu veux, moi, ce que j'aime bien, c'est dans ma démarche, donner de l'importance à l'expérience terrain. Et dans un deuxième temps, être capable de venir peut-être la valider, la comprendre Mhm, scientifiquement, l'expliquer, l'éclairer. mhm. Alors je dirais, on arrive au bon moment. On est dans l'ère des neurosciences, on met du neuro de partout. Oui, C'est oui, très c'est vendeur hyper à pour la le mode. coup, Ouais. mais voilà, c'est très à la mode. Mais c'est intéressant parce que parfois la science vient confirmer finalement une pratique de terrain très intuitive qui fonctionnait très bien. Parfois elle vient l'infirmer un petit peu, puis de temps en temps il y a des décalages à apprécier. Et puis, il y a aussi ce que va montrer la science dans un certain contexte, et puis l'utilisation qu'on va pouvoir en faire dans un autre contexte. Donc, tout ça, il faut trouver la transition et la capacité à relier les deux. Mais c'est intéressant à faire, ceci étant. C'est intéressant, tu sais, qu'il y a, sur la formation qu'on a créée ensemble, il y a des gens qui m'ont dit, ah, les neurosciences, ah ouais, tu joues avec les Ah ouais. tendances, en fait. Alors que je pense vraiment que si cette formation, elle s'est créée, c'est en lien avec la qualité de notre rencontre. Ouais, C'est ça. complètement. Et puis, la simplicité, pour le coup, sur les liens qui s'articulent sur nos Mhm. approches respectives, parce que je pense qu'on est vraiment tous les deux convaincus sur le fait que c'est pas une façade et que véritablement l'éclairage mutuel, il est très fort. Il y a la communication, il y a la négociation, il y a l'apport des neurosciences et la compréhension du mode de fonctionnement des processus. Et puis, il y a cet aspect transversal qu'on a un peu tous les deux sur la préparation mentale, qui permet en plus de venir compléter cet éclairage-là. Donc, ça a fait sourire un jour quand j'ai balancé ça, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on apporte un éclairage à 360 degrés et que finalement, on envisage un peu tous les angles. Tu vois, ça te fait sourire aussi d'ailleurs. On Oui, envisage tous les ça me angles, fait sourire, le terme on 360 envisage degrés. tous les angles d'approche et je suis convaincu que tous ces angles d'approche-là, ils ont un fondement scientifique et un fondement empirique. Et c'est ça qu'on se propose d'étudier et c'est juste super intéressant. Je, j'avais une dernière question et je l'ai oubliée. Ah oui, euh, l'autre jour, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui a fait aussi une formation en hypnose et je parlais d'imagerie mentale et à un moment donné, je comprenais plus la frontière entre les deux. Est-ce que tu Hmm. peux m'éclairer là-dessus? Ouais, je peux, bien sûr. Ouais, Euh, merci, merci, Émeric. Non, alors, il y a un chevauchement, c'est évident. Moi, quand je présente l'imagerie, j'aime bien expliquer qu'en fait, c'est une approche qui est transversale, c'est-à-dire qu'on la retrouve à l'intérieur d'autres techniques, d'autres approches, comme l'hypnose, la sophrologie, comme plein d'autres outils. Et puis en même temps, on peut la travailler de manière un peu plus spécifique, c'est l'éclairage que je préfère présenter dans un premier temps, pour ensuite mieux apprécier justement les liens. Donc il y a des chevauchements qui sont évidents et du coup c'est normal qu'à un moment donné, la frontière elle paraisse difficilement perceptible. La principale différence, je dirais, c'est que l'hypnose va toujours, va beaucoup travailler sur les suggestions et va souvent te mettre dans un état attentionnel, dans un état de conscience qui est un petit peu différent de ce que tu vis habituellement. Un état dans lequel tu vas être un peu plus ouvert justement aux suggestions et à des processus de modification. Et cet état-là n'est pas nécessairement, et parfois même il faut l'éviter, un prérequis au travail par imagerie. C'est pour ça que le travail par imagerie, parfois, va se faire dans des conditions qui sont très proches de la réalité, avec un éveil physiologique très élevé, qui est celui de la situation pratique où on est amené à intervenir, va se faire dans un contexte qui fait qu'on doit avoir une présence physique, une présence mentale extrême. Et c'est ça, c'est pas forcément compatible toujours. Parfois, ça l'est beaucoup, puis parfois moins, avec l'état et l'accompagnement que tu vas avoir des personnes
lorsque tu travailles en hypnose. Donc finalement, si tu veux, il y a un socle commun, il y a une utilisation commune de processus de représentation d'un objet, d'une personne, d'un mouvement. Il y a une manipulation de ce qu'on appelle les sous-modalités. Alors, on a plein de déclinaisons, hein. En hypnose, on parle de sous-modalités. Dans certaines approches, on parle du VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, donc les différents sens finalement. En imagerie, on va parler des modalités sensorielles. Bon, tout ça, c'est un petit peu synonyme. Donc, ça, c'est quelque chose de commun. Tu vas le trouver en hypnose, tu vas le trouver en sophrologie, tu vas le trouver en imagerie. Et puis après, il y a des usages et des utilisations et des préconisations d'utilisation qui seront quand même différenciées. Et donc, du coup, moi, quand je présente le travail en imagerie, par exemple, il y a des situations où je vais dire, bah, là, ça se marie très bien avec une approche qu'on peut avoir comme en hypnose, comme en sophrologie, comme en relaxation, comme en mindfulness. Et puis parfois, ben, ce serait plutôt une autre formule que je préconiserais, une autre forme de travail que je proposerais. Ok, très clair. Tu sais, merci. Tu sais, l'autre jour, on discutait du contenu que tu partages parce que tu fais beaucoup d'interviews Mm. et il y a passablement de vidéos de toi sur LinkedIn ou d'autres plateformes d'ailleurs. Ouais, je peux pas passer inaperçu, malheureusement. Ouais. Mais tu m'as dit l'autre jour, tu sais, je m'aperçois que je suis quand même dans la retenue des éléments que je partage et je dis pas tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, C'est en fait, il y a un truc. c'est quoi les choses que tu ne dis pas? En fait, je les garde justement, Ah je ouais. les sélectionne pour les distiller quand j'estime nécessaire. En fait, non, je suis vraiment dans un paradoxe qui est, et je crois qu'on a un petit peu le même, mais qui est que j'ai du mal à filtrer volontairement le degré de précision de ce que je vais donner. Voilà, quand je vais envisager un protocole, j'ai du mal à esquisser, tu vois, à donner deux, trois éléments, mais en me disant, hop, ça, je vous fais un petit teasing, je vous donne le truc, mais si vous en savoir plus, il va falloir qu'on envisage quelque chose de différent ou qu'on approfondisse. En fait, quand j'évoque un sujet, j'ai le besoin personnel et le sentiment de devoir vraiment aborder le sujet en profondeur. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, j'ai du mal à ne pas faire. Donc, je ne suis pas dans la retenue de ce point de vue-là. En revanche, Ouais. dès qu'on va se retrouver dans une interview, dans un podcast, dans une émission télé, c'est encore pire. Là, c'est très filtré, c'est très dicté par le timing. Donc, finalement, je sais que je n'ai pas une tribune où je peux m'exprimer et approfondir en long, en large et en travers les différents aspects. Et parfois, ça me dérange parce que j'ai le sentiment de donner une information qui est incomplète. Et Oui, si qui est survolé. l'information est incomplète, j'ai le sentiment que du coup, je délivre un message qui est partiellement faux et que finalement, la personne ne peut pas se faire une synthèse finalement de l'élément en question. Et du coup, parfois, j'évite de parler de certains sujets parce que je sais que je n'aurai pas le temps d'approfondir et de donner les différents éléments. C'est un peu comme si je te donnais le A mais pas le B, et en fait, le B est tout aussi important que le A. Et parfois, je me retrouve dans une situation où je dois faire des coupes franches. Parfois, je ne les fais pas, puis c'est fait au montage. Donc, de toute façon, je découvre que la coupe franche, elle est faite et que le message, il est tronqué. Et ça, Mhm. j'avoue que ça me dérange un petit peu. Donc, du coup, j'ai le sentiment de parfois être un peu sur la retenue, effectivement, alors que j'aime bien, justement, avoir Rentrer en profondeur dans le truc. ouais, ce souci un peu d'exhaustivité quand j'aborde un Ouais. sujet. Et je me retrouve dans cette situation un peu paradoxale que je vis de manière assez désagréable. Mhm. Ok, ok, je comprends mieux. Ça fait un moment qu'on parle. Ouais. Honnêtement, c'est la première fois que je fais un format comme ça. C'est la première fois que j'enregistre avec un micro. Toi aussi d'ailleurs, parce Moi on a aussi, acheté ce le micro, micro il a à peu près pour 20 faire ça. minutes là, depuis Et l'installation. Et d'ailleurs, on avait on en prévu parlait un peu d'acheter off des aussi. fonds noirs. J'espère que tout le monde apprécie le fond noir, voilà, que j'ai prévu d'avoir également et qui est super sympa à l'écran. On avait commandé des fonds pour qu'on ait exactement le même fond ensemble, que ça donne le sentiment d'être dans le même studio. Et on les a pas reçus. Voilà. Exactement. On fait avec. Ouais. Moi, je serais curieux, les personnes qui écoutaient ce podcast ou regardaient cette vidéo, de savoir déjà si ça vous a intéressé et puis quel thème vous voudriez qu'on puisse élaborer les prochaines fois. Puis, Émeric, je te propose qu'on retente l'aventure, mais peut-être cette fois-ci en allant sur un ou deux thèmes plus précis et un peu plus en profondeur, parce on a survolé beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Alors, il y a encore plein de trucs là qui font écho à ce dont on a parlé, que j'aurais envie de relancer, mais voilà, on aura l'occasion de le faire. Et effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir les retours
des personnes qui sont intéressées par ces aspects-là et qui proposent soit des thématiques, soit des approfondissements d'éléments qu'on a pu exprimer aujourd'hui. Et puis nous aussi proposer voilà, de rentrer un peu plus en détail sur une approche, sur un questionnement ou sur un axe, ouais, avec grand plaisir. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée du long format. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse retranscrire ça en podcast pour l'écouter pendant que tu fais n'importe quelle activité, en fait. Ouais, Ça se non, c'est sûr que tente. c'est intéressant. C'est On peut le intéressant. tenter. Ouais. Ouais. Ok, avec Tu plaisir. m'as dit que tu avais prévu des questions personnelles. Ouais, j'ai prévu des questions personnelles. Tu veux que je t'en pose une ou deux? En fait, tu m'as teasé avec ça. Je suis Ouais, juste curieux de savoir comment tu voulais me challenger parce qu'on ne s'est pas donné les questions ou on ne s'est pas non, dit effectivement. Allez, on je allait vais t'en donner interagir. deux qui sont les deux. J'en ai prévu quatre ou cinq. Je me suis dit, tiens, Ah je ouais, pourrais aller ouais. chercher sur ces aspects-là. Ça pourrait être sympa. Mais celles-là, je vais les garder. Elles sont je pourrais utiliser. Je vais en prendre deux qui sont vraiment un peu plus spécifiques sur toi et qui, pour le coup, je pense que tu n'as pas pu les anticiper, celles-là. Euh, Au regard de toute la trajectoire que tu as eue en tant que personne confrontée à des situations de communication, de négociation, et dans un deuxième temps, de l'autre côté de la médaille, enfin du décor, celui qui va former, si tu devais revenir en arrière, si tu avais la chance de parler à ton moi plus jeune dans ce domaine-là, tu lui Hmm. conseillerais quoi? Waouh. Euh, hmm. Mais Alors, on a tu une sais, belle utilisation du silence, ouais, c'est sympa. hyper, c'est dur comme question. Je sais. Euh, je pense la première chose que je me dirais à moi, adolescent, c'est d'essayer au maximum et le plus vite possible d'essayer de se détacher du regard des autres. Hmm. Parce que je pense que j'ai fonctionné principalement en réaction au regard des autres. Toi, c'est quelque chose qui t'a beaucoup impacté. Ah oui, je pense, ouais. Ouais. Mais qui m'a donné aussi une immense capacité à rentrer en relation avec les gens. Parce que du coup, je faisais ça très bien. J'arrivais bien à séduire les gens, grosso modo. Hmm. Ok. Mais je pense que je pourrais encore me le dire aujourd'hui, ça. Alors, j'ai vu l'évolution hein, de l'impact du regard des autres, mais forcément, quand tu entreprends des choses professionnellement, c'est-à-dire, tu vois, là, on teste des choses, on monte une formation, on fait cette vidéo aujourd'hui, ce podcast, le fait d'entreprendre des nouveautés, de se mettre en danger, d'essayer des choses, forcément, euh, tu as besoin de le tester sur les gens et tu as besoin d'avoir un retour de ces personnes pour savoir si tu cibles juste ou pas. Hmm. En l'occurrence, c'est une nécessité d'avoir le regard des autres, mais c'est aussi un piège parce que il faut réussir à protéger la vision que tu as de ce que tu veux développer et puis de rester authentique là-dedans. C'est beau ça. Donc, je sens cette tension encore aujourd'hui. Par contre, je sais que je suis plus guidé euh, de façon aussi forte par l'influence du regard des autres. Ok. C'est super intéressant. J'aime bien cette dualité-là que tu présentes. Je pense alors moi, elle fait écho chez moi de manière prégnante, hein. Évidemment, le regard des autres est quelque chose qui a beaucoup pesé et qui pèse encore énormément. Ça Euh, pèse encore à quel endroit aujourd'hui chez toi? Moi, ça crée énormément d'inconfort. Énormément d'inconfort sur le jugement que me renvoie le regard des autres qui finalement serait le reflet du jugement que je peux avoir sur moi. Et donc, du coup, ça crée énormément d'inconfort, énormément de mal-être. Et c'est quelque chose dont j'ai du mal à me détacher. Et Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui, ouais, de manière assez prégnante. C'est peut-être même un des problèmes principaux en ce qui me Mhm. concerne. Donc, ça fait clairement écho. Je pense que même ce que tu dis va faire écho chez beaucoup de monde, hein, parce que c'est un problème assez commun, assez répandu. C'est difficile de se dégager du regard Mhm. et du jugement des autres. C'est difficile que ça fasse pas un écho sur ce qu'on pense de soi-même, ou ce qu'on aimerait penser de soi-même, ou ce qu'on veut pas penser de soi-même. C'est difficile également on va dire, d'en faire complètement abstraction, et c'est peut-être pas forcément nécessaire non plus. Donc, ouais, j'aime vraiment bien cette notion de dualité. C'est cool. Oui, et puis
ça revient à ce que je disais avant sur les mécanismes autocentrés. C'est-à-dire que Ouais. le regard des autres dans ce que je vais entreprendre aujourd'hui, à mon âge, je vais le partager pour avoir une réaction, mais j'ai envie de le partager avec des gens que je considère. Mm. Et ces gens que je considère, je vais donner de l'importance à ce qu'ils disent. Et si tout d'un coup, ben, ils kiffent pas ce que je suis en train de faire, et puis que c'est des gens qui sont hyper challengeants, l'enjeu ici, c'est que ça touche pas à l'estime de soi, mais que ça vienne se centraliser dans le développement du projet. Mm, ouais, c'est top. Avec, mais après, c'est quelque chose de philosophique. C'est, c'est un débat qui permet de soit ben, d'affiner sa vision de la vie, grosso modo. Mm. Parce que Ah, chaque projet est porteur de valeur. c'est super intéressant. Tu vois, là, je me rends compte d'une lacune. C'est que, alors, je vais pas dire les gens que je ne considère pas, parce qu'il y a personne que je considère pas, je suis personne pour pas considérer les gens. Mais on va dire les personnes dont la vie devrait être un petit peu moins important, parce que je les connais moins, je partage moins de choses avec, etc. Moi, c'est pas le cas. J'arrive pas forcément à faire la frontière entre les deux. Et l'avis de quelqu'un qui est très extérieur, qui peut porter très gratuitement son jugement sans que voilà, sans qu'on se connaisse et sans qu'il y ait de continuité derrière, il a beaucoup trop d'importance encore, à mes yeux. Et c'est quelque chose dont j'arrive pas véritablement à me détacher encore. Donc c'est En marrant. fait, c'est nous qui avons besoin de suivre notre formation Ouais, à mais nous. ça tombe bien, on va pouvoir la suivre en même temps. Ah, Et c'est alors j'ai génial. une deuxième question pour toi. C'est un peu plus récent pour le coup. C'est quelle est la chose la plus surprenante que tu as découvert sur toi-même au cours de la dernière année? Ah, waouh, mais t'es allé tellement loin dans tes questions. Waouh. Hmm. C'est une question vraiment compliquée, mais qui amène quelque chose qui me tient vraiment à cœur, vraiment très, très fort à cœur, et que j'ai jamais encore exprimé. Non, je l'ai jamais exprimé. Euh, je vais pas aller dans les détails parce que c'est trop personnel, ce que j'ai appris cette dernière année sur moi, parce que c'est en lien avec ma famille. Et j'ai une famille extrêmement chaotique, comme probablement beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'ai beaucoup plus de ressources que ce que je pensais, alors que je pensais déjà en avoir beaucoup. Euh, Par contre, c'est toujours en étant fragilisé dans les ressources que tu penses avoir que tu t'aperçois que tu en as beaucoup plus que prévu. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi. Et puis, ça m'amène à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On n'a pas du tout le même parcours professionnel, toi et moi, Émeric. Hmm. Toi, tu es vraiment au top du top dans le milieu académique. Tu as vraiment une carrière réussie dans le milieu académique. Et moi, j'ai pas fait d'études. Donc, on n'a pas le même parcours. Et je m'aperçois qu'on est dans une société qui prône et qui va survaloriser les papiers. En l'occurrence, je m'aperçois que pour réussir, et puis je travaille, hein, j'ai des mandats, j'ai des personnes qui me contactent, je pense être vraiment rigoureux dans la manière dont je crée des formations, j'accompagne des gens ou que je fais du consulting en entreprise, mais je m'aperçois qu'il n'y a aucune valorisation sur toutes les compétences émotionnelles et relationnelles que tu as créées dans ta vie privée. En l'occurrence, je suis convaincu que c'est l'écosystème dans lequel tu as grandi, tu as évolué, l'écosystème social, éducatif, le pays, plein de facteurs différents qui vont te donner des compétences de malade dans le relationnel, voire même dans ta capacité de réfléchir des problèmes. Et ça, c'est extrêmement dur de le mettre en valeur sur les critères proposés dans le marché du travail actuel. Et je trouve ça triste parce que je pense que beaucoup d'entreprises passent à côté de talents à cause de ça. Hmm. Ouais, alors bon, déjà, merci pour le partage un peu plus personnel, hein, parce que d'ailleurs, on n'en avait jamais même parlé entre nous, donc là, pour le coup, Mhm. c'était vraiment bien la première fois. Donc, merci pour ça.
Et oui, je te rejoins, mais ce que j'aime bien en fait dans la situation aujourd'hui, dans notre rencontre, dans nos échanges, c'est que finalement, si on prend un tout petit peu de recul, on n'a pas du tout les mêmes carrières, on n'a pas les mêmes titres que les diplômes sont censés représenter, et je dis bien censés représenter pour le coup, et on se rend compte en réalité que tous nos échanges sont hyper enrichissants mutuellement Mhm. et que j'ai autant à apprendre de toi que l'inverse, et qu'à chaque fois, et c'est encore le cas aujourd'hui même dans notre échange, bah, il y a des choses à retirer, il y a des choses à alimenter, et qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait dans cet enrichissement-là. Il y a pas de sens à privilégier et il n'y a pas de sens qui devrait être privilégié. Donc c'est cool que tu aies évoqué ça. Parce qu'effectivement, je pense que la société, elle pousse à avoir une vision qui est complètement différente, et surtout, elle te met dans une situation au quotidien où c'est finalement la situation, c'est le diplôme et c'est le titre et c'est le papier qui prime sur la compétence. Et parfois, on ferait bien de se poser la question un petit peu autrement. Je suis d'accord avec toi. Et il y a quand même un point commun sur lequel on peut s'appuyer, toi et moi. Et je ne sais pas à quel point ça a de l'influence dans le rapport qu'on peut avoir ensemble, mais on a les deux souffert dans notre adolescence. Ouais, c'est vrai. Et ça, on en avait parlé ensemble, Ouais. des traumas de l'adolescence, qui, je pense d'ailleurs, autant chez toi que chez moi, nous a poussé à avoir un mauvais rapport à des mécanismes autocentrés. Et puis des fois avoir des pensées contre-productives par rapport à comment on s'est construit. Moi, je dirais même souvent, peut-être. Pas des Ouais, fois, pas plein de ben, fois, mais souvent. Mm. en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense que ces pensées, elles vont toujours, ces pensées, ces sensations, elles vont toujours exister. Par contre, le filtre et puis la manière de les réguler euh, devient de plus en plus rapide. Ouais, je suis Mais complètement d'accord avec ça. ça c'est un point commun sur lequel peut-être aussi euh, l- la façon dont on s'est rapproché, euh, ben, notre passé a pu avoir une influence Ouais, là-dedans. peut-être Je que sais pas. l'expérience de vie a résonné finalement de manière complètement implicite et Mhm. invisible euh, à la complicité, au feeling qui a pu se créer et à la facilité avec laquelle justement on arrive à avoir un éclairage qui n'est pas toujours exactement le même, mais qui est toujours Non. complémentaire et qui Mhm. converge toujours un peu dans la même direction. Et ouais, c'est possible. Je suis d'accord avec toi, ça peut avoir une influence, tout à fait. Et je pense que c'est aussi en lien avec l- le travail qu'on a dû faire sur les démarches introspectives. Hmm. Et puis c'est là où on se rejoint souvent, c'est que forcément on fait un métier où on va pousser les gens à rentrer en introspection. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'on a des démarches ou bien des manières d'accompagner qui sont similaires aussi. Hmm. Ouais, complètement. Bon, mais c'était une fin intense. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était super. Je pensais pas qu'on irait aussi loin. Euh, mais je me réjouis de savoir, vu qu'on va quand même prendre en compte le regard des autres, ce que les gens ont Ouais, ouais, pensé c'est de intéressant, tout ça. exactement. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. N'hésitez pas à nous partager des choses qui vous ont stimulé. Et puis peut-être nous dire aussi des thèmes qui vous intéresseraient qu'on développe avec Émeric. Carrément, avec grand plaisir. Ouais. À bientôt, Émeric. Salut, merci à toi. Ciao. Ciao.